connais Franck depuis longtemps et depuis des années, on sent qu'on fait des choses qui vont dans le même sens et avec des méthodes comparables d'éducation populaire. Et on se dit que ce serait bien de temps en temps travailler ensemble publiquement pour augmenter l'impact de ce qu'on fait. Puis c'est la première fois en fait qu'on faisait quelque chose publiquement ensemble. Et j'aime beaucoup ce type qui est quelqu'un de bien et qui fait un travail très utile pour la conscientisation populaire. Donc c'était la première fois, on a un peu réfléchi à ce qu'on pouvait faire pour utiliser ce qu'on sait bien faire, parce qu'on le fait souvent en le combinant. Et ça s'est bien passé, les gens avaient l'air bien contents. Il y avait beaucoup de monde et c'était chaleureux. Il y a une espèce de communion qu'on sent dans toutes ces réunions politiques, et qui est toujours émouvante, mais là, particulièrement parce que pour quelqu'un qui considère que, comme moi, qui considère que c'est par la transformation d'électeurs enfants en citoyens constituants adultes que l'humanité va s'émanciper, pas seulement en France, partout. Pour quelqu'un comme moi, de voir le processus opérer, de voir les gens qui percutent, et ça marche toujours très bien, quoi. Les gens comprennent vite et bien que c'est une bonne idée. Et bien le voir, c'est très émouvant, ouais, toujours. Surtout que les gens sont très reconnaissants, très chaleureux. Un bon moment. Ceci dit, je réclame depuis 15 ans que le processus continue et s'amplifie une fois que je suis parti. Et ça arrive, évidemment, sinon ça n'aurait pas pris cette dimension, mais à mon avis, ça n'arrive pas assez vite. Je trouve que le chaos qui vient, la tyrannie qui vient, progresse très vite. Là, on en est à avoir une police qui tire à tir tendu dans la foule des opposants politiques, qui emprisonne les opposants politiques, qui les mutile. Ça se dégrade vite, je trouve, et je trouve que notre conscientisation, qui serait un véritable rempart, un arrêt, un coup d'arrêt à la mutation autoritaire du régime, cette transformation citoyenne, elle va trop lentement, on n'est pas assez nombreux. Comment t'expliques si j'avais l'explication, j'aurais quasiment la solution et je m'en occuperais. Le problème, c'est que je ne sais pas bien ce qui fait que des gens qui sont aussi enthousiastes quand on se rencontre ne perdurent pas dans leur effort une fois que je suis parti. Un peu comme si l'alchimie marchait vraiment mieux quand je suis là et beaucoup moins bien quand je ne suis pas là. Et ça, pour moi, c'est mauvais signe. Bon, je cherche d'autres façons de le dire qui réveillent les gens plus durablement, qui leur permettent de trouver des prolongements autonomes. Je cherche, mais je ne trouve pas. Les Gilets jaunes, ça a changé quelque chose dans la façon de faire les ateliers, comment les gens recevaient les choses? Non. Non, ça a surtout changé de dimension. En fait, les Gilets jaunes ont été comme un terreau un terreau très riche sur lequel germent très vite les graines de ces idées-là. En fait, quand les Gilets jaunes sont sortis de chez eux sur les ronds-points, avec une détestation des représentants, une détestation de la politique, comme ils disaient,
alors qu'en fait ils aspiraient à la politique, au meilleur sens du terme. Dans une telle aspiration à enfin pouvoir changer les choses, l'idée de se transformer en constituant et d'enfin devenir ceux qui décident, elle germe très vite. Mais on a un vrai problème avec la zizanie, on a un problème de concentration. C'est Simone Veil, Simone W. Veil, pas la politicienne, la philosophe. Simone Veil disait que ce qui pouvait transformer tout être humain en génie, alors ça n'a peut-être pas le même sens dans sa bouche que dans la nôtre, mais ce qui transformait quelqu'un en personne exceptionnelle, c'est l'attention, la faculté d'attention. Nous sommes très 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 distraits c'est comme si nous avions besoin d'être constamment à l'affût de nouveautés, de nouveaux sujets, et même quand on a trouvé quelque chose, une voie, un chemin qui va être décisif, prometteur, on dirait qu'on a du mal à s'y tenir, on appelle ça une obsession, on se dit monomaniaque. Si on a trouvé le bon chemin d'émancipation, la sortie de la prison, ça ne paraît pas une bonne idée de continuer à chercher d'autres choses en tapant contre les murs, contre les fenêtres. Attends, on a la sortie de la prison, allons-y, concentrons-nous, tous en même temps. Puis il y a aussi notre vulnérabilité au bobard. On peut nous raconter n'importe quelle salade. On a une tendance à croire les bobards. Alors il suffit en fait pour les puissants de calomnier une partie des résistants pour que les résistants se jettent des pierres ensuite les uns contre les autres. On n'arrive pas à... Je cherche l'unité des travailleurs, des exploités, pour obtenir un résultat, et on se déchire entre nous, au lieu d'aller résister au bon endroit. Et puis c'est vrai que on nous a tellement peu appris ce que c'est que la Constitution et à prendre les problèmes de ce côté-là. C'est tellement nouveau en fait comme façon de réfléchir et de résister que même une bonne soirée, une bonne conférence, ça laisse peut-être pas des traces assez profondes dans les habitudes pour que ça se renouvelle ensuite de façon autonome. Peut-être qu'il faudrait inventer un jeu avec des choses à gagner, des honneurs, des récompenses, du suspense, du rire, pour intéresser les jeunes et que les jeunes s'en emparent parce que ça deviendrait une mode mais qui serait en même temps pédagogique. Peut-être que c'est quelque chose comme ça qu'il faudrait inventer. Ceci dit, Franck explique dans son spectacle l'impatience du débutant horticulteur qui sème des graines, qui revient le lendemain et qui, ne voyant rien pousser dès le lendemain, s'impatiente. Il dit, mais alors quoi, c'est quoi ce truc, ça marche pas? Alors que évidemment les graines mettent du temps et que si on les attend, c'est infiniment long et désespérant, alors qu'il suffit de plus s'en occuper et de continuer à en semer, ce que je fais depuis 15 ans. Et puis il y a des moments où ça germe. Alors les gilets jaunes, c'est un moment incroyable où ça germe partout, c'est génial. Bon ben voilà, mais il faudrait qu'on sème tous, qu'on sème des graines. Il faudrait aussi qu'on sème d'ailleurs, mais il faudrait qu'on sème des graines sans se préoccuper du fait que ça germe pas tout de suite. C'est pas grave, ça germera. Même dans les têtes dures. Ok. On peut essayer de
de voir sur la fédérée au-delà de gauche-droite? Ouais, alors sur gauche-droite, il y a plein de malentendus. En fait, c'est impossible de penser à l'endroit avec des mots mis à l'envers. Il faut d'abord, avant de penser, remettre les mots à l'endroit. Et pour parler de gauche-droite, il faut définir les mots. Voilà, qu'est-ce que c'est gauche et droite? Et ça peut être variable d'une personne à l'autre, mais si on veut communiquer, si on veut se parler, il faut trouver un sens commun. Il faut trouver un sens qui soit le même, sinon on va aller de malentendu à malentendu, on ne va pas penser. Donc pour moi, une politique de gauche, c'est une politique qui sert le bien commun, qui sert le plus grand nombre, qui sert à le bonheur du plus grand nombre. Une politique de droite, c'est une politique de privilégiés, d'un petit nombre qui défend ses privilèges en prétendant, alors les arguments varient suivant les époques, mais en prétendant que les privilégiés l'ont mérité. Et que finalement, c'est une question de responsabilité et que les privilégiés sont responsables de leur succès. Et finalement que la prospérité de la société tient à ce qu'il y ait un certain nombre, suffisamment de privilégiés pour entraîner toute la barque vers la prospérité. En fait, l'expression gauche-droite est apparue au moment de la Révolution française, quand il a fallu s'organiser dans l'hémicycle, donc dans une assemblée en demi-cercle, et que les partisans du roi et de la noblesse se sont mis à droite, et puis le tiers-état, les protestataires, les défenseur du peuple se sont mis à gauche. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il s'est passé 200 ans et très vite, en fait, dès le début du 19e siècle, au moment où a été instauré le suffrage universel, je dis suffrage universel parce qu'on appelle comme ça le fait d'élire au lieu de désigner le fait de voter. Le suffrage, ça veut dire qu'on exprime une volonté. Mais une volonté pour élire et une volonté pour décider, ça ne donne pas du tout le même résultat. Et appeler suffrage universel le fait d'élire, c'est-à-dire le fait de rien décider, le fait de renoncer à décider, est pour moi une escroquerie, ce que j'appelle l'escroquerie parlementaire. Et en même temps qu'on mettait en place le suffrage universel, on donnait à des candidats la possibilité d'être aidés pour gagner. Et on s'est très vite aperçu, dès les premiers scrutins, on s'est aperçu qu'en se déclarant de gauche, ou même simplement centre-gauche, on était élu. Même si on avait une politique pour les privilégiés, même si on avait une politique de droite. On retrouve ce dont je parlais tout à l'heure, c'est une vulnérabilité au bobard. Nous sommes capables d'élire des gens, et je l'ai fait moi-même, j'ai voté PS toute ma vie, jusqu'en 2005, en pensant voter à gauche. Complètement dépolitisé, je croyais ce qu'on me disait, et on est des millions comme ça, à se contenter de l'étiquette. Le problème, c'est que et ça fait longtemps que ça dure, quand les gens de droite durs, on va dire d'extrême droite, c'est-à-dire les pires ennemis du peuple, comme Thiers, Adolphe Thiers, se font élire sur l'étiquette centre-gauche, comment voulez-vous penser? On n'arrive plus à penser ce que c'est que la gauche et la droite. Les gens du PS, donc à notre époque, 20e siècle, fin du XXe siècle, les gens du PS habitent tous place des Vosges, sont pétés de thunes, sont ultra privilégiés, vivent dans un luxe inouï et détruisent l'État social depuis 40 ans. Détruisent la protection sociale, la sécurité sociale, les biens publics, l'industrie, les salaires, les gens de gauche, donc qui sont censés défendre le bien commun, le peuple, le martyrisent.
comment voulez-vous penser? Alors, les gens viennent à dire gauche-droite, ça ne veut plus rien dire. Oui, mais enfin, quelle gauche, quelle droite? Le mot gauche-droite au sens originel, il est très important, il ne faut pas le perdre. La société est divisée en classes avec des opprimés, des oppresseurs. La droite, c'est la politique des oppresseurs, la gauche, c'est la politique qui défend les opprimés. Et le fait que des escrocs, depuis 150 ans, aient mis le mot gauche à l'envers, ne change rien, enfin ne doit pas nous faire perdre de vue l'essentiel. Quand on dit il n'y a plus ni gauche ni droite, mais on perd un mot. Moi, je n'ai jamais dit ça. Hein. Je vais y revenir après pour dire comment je me situe par rapport à ce clivage et pourquoi j'ai tant d'ennuis avec une partie de la gauche. Mais pour moi, la distinction gauche-droite, elle est tout à fait essentielle et difficile à défendre dans un contexte où les mots ont perdu leur sens du fait des mensonges des professionnels de la politique. Mais si on met à plat ces mensonges et qu'on remet à l'endroit les mots importants, il nous faudrait une politique de gauche. Bon, bref. Ceci dit, ces distinctions gauche-droite, à mon avis, et c'est ça qui distingue mon travail, c'est que ce sont des distinctions législatives. Il s'agit de savoir quelles sont les lois qu'on prend, quelles sont les lois qu'on met en place. Est-ce qu'on met en place des lois de droite qui défendent les privilégiés, qui défendent le capital, qui défendent les bourgeois et qui martyrisent les travailleurs? Ou est-ce qu'on prend des lois de gauche qui protègent les travailleurs, qui contraignent, voire limitent les patrons, les grands propriétaires? Est-ce qu'on prend des lois de gauche ou des lois de droite? Pour moi, le problème, je ne le nie pas, je nie pas ce clivage. La société est divisée, et il y a des conflits, et il faudra les arbitrer, et les arbitrages de gauche ne sont pas les mêmes que les arbitrages de droite du tout. La droite est autoritaire, et la gauche, à mon avis, ne devrait pas l'être. Ceci dit, pour l'instant, et depuis 200 ans, de mon point de vue, nous sommes dans une prison politique qui s'appelle Constitution, mais qu'on ferait mieux d'appeler une anti-constitution. Donc on est à la 5e République, la 5e Constitution. Et toutes ces constitutions ont toujours été, sauf la 2e, mais qui n'a jamais été appliquée à cause de la guerre qui a été déclarée juste après, toutes nos constitutions ont toujours, depuis le début, tenu le peuple complètement à l'écart. Et toutes ces constitutions ont été basées sur l'élection. L'élection, parmi des candidats qu'on peut aider. Or, 200 ans de pratique de ces constitutions organisées autour de l'élection ont, et c'est logique, si vous avez besoin qu'on parle rapidement, je ne pourrais pas, parce qu'il faut un peu de temps pour développer, mais l'élection, par construction, donne le pouvoir aux riches, parce que ce sont les riches qui ont les moyens d'aider. Si vous choisissez une procédure dans laquelle vous pouvez aider les candidats à l'élection, des candidats à l'action politique, vous allez avoir tout le temps des acteurs dépendants des riches, parce que ce sont les riches qui ont le plus de moyens d'aider, donc qui vont acheter les journaux, qui vont acheter les télés, et puis qui vont donner de l'argent aux candidats pour qu'ils puissent faire leur meeting, être partout, qu'ils soient vus, pour les rendre visibles. Et ça fait 200 ans que les majorités sont de droite, même quand elles s'appellent gauche, fallacieusement. Alors oui, il y a des gens, nous arrivons de temps en temps à élire des gens de gauche, des amis du peuple, mais toujours minoritaires. Toujours. En tout cas, pour une exception dans l'ensemble de l'histoire, ça ne suffit pas. L'élection donne le pouvoir aux riches. Cette procédure-là donne le pouvoir aux riches. Et donc, de mon point de vue, nous sommes dans une prison politique dans laquelle nos discussions législatives sont des discutailleries. On discutaille, on bavardouille. On dit il faudrait prendre telle mesure de gauche, il faudrait prendre telle décision qui soit à gauche, il faudrait... Et pendant ce temps, ils prennent toutes les décisions de droite. De temps en temps, on met un tel pétard qu'on nous lâche un peu de l'Est,
On nous augmente les salaires minimums, on nous donne un peu de congés payés, on nous donne des choses substantielles, mais secondaires par rapport à la domination et par rapport à l'exploitation. Pour qu'on rentre chez nous, qu'on retourne travailler. Et puis vous voyez bien que, je ne sais pas, en 1936, nous obtenons les congés payés, nous obtenons la semaine de 40 heures, donc, des choses importantes. Et 40 heures, ça veut dire que tout le travail qui va être au-dessus de 40 heures va être payé en heures supplémentaires, en heures mieux payées. Bon, ça, alors on se dit, ben, on a bien fait, quoi. Finalement, on arrive dans ce système à obtenir quelque chose, et puis, avec l'histoire, vous voyez bien, les générations ensuite de parlementaires qui suivent détricotent tout ça. Détricotent. Macron, quand il était ministre, avant d'être président, a déjà, avec la loi El Khomri, mais qui devrait s'appeler la loi Macron, il a inversé la hiérarchie des normes en droit du travail. C'est-à-dire qu'il a... normalement, la hiérarchie des normes du droit du travail, ça consiste à dire que quand une loi prévoit une condition dans le travail des ouvriers, une convention entre le patron et l'ouvrier ou une convention collective ne peut pas dégrader, ne peut pas défavoriser les salariés par rapport à la loi. La loi est une espèce de minimum que les conventions particulières peuvent améliorer mais pas dégrader. Mais quand vous inversez la hiérarchie des normes, ça veut dire qu'un contrat entre le patron et son salarié peut dégrader la loi. Et c'est une catastrophe, c'est tout le droit du travail qui s'effondre avec un article. Alors ça ne va pas s'effondrer, la condition ouvrière ne va pas se dégrader du jour au lendemain. Elle va se dégrader contrat par contrat. La hiérarchie des normes qui mettait la loi au-dessus des contrats particuliers, elle permettait de garantir contre l'arbitraire du patron qui est en situation de force par rapport aux salariés. Mais si vous n'avez plus cette garantie, si on s'en remet au contrat individuel, mais on retombe dans l'arbitraire, et alors ça va se faire progressivement, mais vous verrez qu'on va revenir à une situation qui ressemble au 19e siècle. Et ça, c'est vous, les jeunes gens, qui allez subir ça. Donc je dis, sur l'essentiel, l'exploitation capitaliste, nous sommes dans une prison politique qui nous empêche de résister à l'exploitation capitaliste parce que nous n'avons pas de puissance d'agir, nous n'avons pas de puissance politique. Il me semble que nous devrions écrire nous-mêmes cette puissance politique, on devrait écrire nous-mêmes la Constitution, mais que pour ce faire, il faut qu'on soit unis, plus unis que nous ne le sommes sur le plan législatif. Or, c'est possible, parce que les gens de droite, je ne parle pas des pires, je ne parle pas des exploiteurs à grande échelle, je parle des gens qui sont de droite parce qu'ils sont conservateurs. Je ne sais pas, souvent les commerçants sont comme ça, ou les paysans sont souvent comme ça, ils sont conservateurs et donc ils votent à droite. Et ces gens-là, ils ont autant intérêt que nous à se protéger des abus de pouvoir. Et quand il s'agit d'écrire une constitution, ils pourraient très bien faire s'unir avec les autres, et les gens qui veulent, eux, des politiques de gauche, le temps d'instituer notre puissance. Et c'est là que je parle aussi bien aux gens de gauche que de droite, parce que quand je réfléchis au niveau constituant, je ne suis plus du tout sur la bagarre du type de politique que nous devons mener. Je suis sur une bagarre qui consiste je cherche une évasion. Je voudrais que nous nous évadions de la prison. Et je sais que si on essaye à gauche de s'évader, on n'y arrivera pas, parce que la porte de la prison est trop lourde. Si on est à droite, on essaye de s'évader, on n'y arrivera pas. Il faut qu'on soit les gens de gauche, les gens de droite, il faut qu'on soit le peuple à vouloir la puissance qui nous manque pour pousser la porte et sortir de la prison. Et une fois qu'on sera sorti de la prison, ok, on reviendra donc sur le plan législatif à décider si en sortant de la prison, on va à gauche ou à droite. Et je ne sais pas encore sur quelle loi on va aller voter à gauche, sur quelle loi on va aller voter à droite, mais il me semble que si on a institué une puissance populaire d'agir,
on l'aura fait de façon à ce que nous ayons les moyens, loi par loi, et pas candidat par candidat. Là, aujourd'hui, quand un candidat a gagné, avec l'élection, celui qui a gagné peut tout faire. Il a tout le pouvoir. Et ceux qui ont perdu ne peuvent rien faire. Il n'a plus aucun pouvoir. Alors que dans un système démocratique moderne, pas forcément direct, ça peut être représentatif, mais sous notre contrôle, nous pourrions voter nous-mêmes les lois les plus importantes. Et si nous votons nous-mêmes les lois les plus importantes, vous allez avoir, je ne sais pas, sur les retraites, il pourrait très bien y avoir des gens qui aujourd'hui votent à droite et des gens qui aujourd'hui votent à gauche, se retrouvent sur les retraites en ayant le même objectif. Et à ce moment-là, vous allez voir que vous allez avoir plus de lois de gauche qui passent, et de temps en temps, il y a une loi de droite qui passera. Bon, mais globalement, vous aurez quand même... Enfin, il me semble que la société aura beaucoup gagné. Mais pour arriver à cette situation dans laquelle on a une puissance politique d'agir loi par loi, il faut qu'on oublie temporairement, pas qu'on oublie, mais qu'on mette de côté temporairement nos différences législatives. Oui, nous ne voulons pas le même type de société, mais nous voulons agir sur cette société au lieu de nous faire écraser par les plus grands privilégiés. Voilà pourquoi je parle à la fois aux gens de gauche et de droite, moi je parle à tous les êtres humains là. Et alors ça, c'est vécu par des gens qui ont l'habitude du combat politique uniquement sur le plan législatif. Ils n'ont jamais été de leur vie, eux, sur le plan constituant. Donc pour eux, les adversaires politiques, c'est des ennemis en tout. Je vois les gens d'extrême droite détestent les gens d'extrême gauche. Ils ne sont pas extrêmes en fait. Ils sont appelés comme ça par la majorité parlementaire qui s'en débarrasse en les diabolisant. Quand on dit extrême, ça les diabolise. Dans nos pays, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de parti vraiment extrême. Enfin bon, on les appelle comme ça. Mais les gens de l'extrême droite détestent les gens d'extrême gauche, les gens d'extrême gauche détestent en tout les gens d'extrême droite, comme si c'était... Enfin, moi je suis bisu dans la politique, hein, ça fait pas longtemps que j'en fais, mais j'ai l'impression qu'ils se regardent comme si les autres étaient des sous-hommes. Il va falloir les vaincre. Alors, pas les tuer, mais les faire taire. Je trouve que on ferait bien mieux de la politique avec une réflexion loi par loi et des décisions loi par loi, avec des référendums. C'est-à-dire que c'est le peuple qui déciderait loi par loi sur les lois importantes. Et c'est ce que permettrait de donner le RIC d'ailleurs. Le RIC nous permettrait de décider loi par loi. Et il n'y aurait plus ce clivage un peu fou, déraisonnable, politicien qui vient de l'élection. C'est l'élection qui nous pousse à faire des partis. C'est parce qu'il y a une élection à gagner sur laquelle celui qui va gagner va avoir tout le pouvoir, et ceux qui vont perdre tout le pouvoir, que ça nous hystérise. Il faut absolument qu'on gagne l'élection parce il y a un gros enjeu, et ça nous pousse à nous organiser en partis. S'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de parti. Avant qu'il y ait les élections, avant qu'il y ait le suffrage universel, il n'y avait pas de parti. On n'a pas besoin de parti pour faire de la politique. Les partis politiques, ça sert à gagner les élections. Mais ça polarise notre façon de faire de la politique, qui fait qu'on voit les autres humains qui se bagarrent pour un autre camp, littéralement comme des ennemis. Et on s'organise en partis. Un parti, c'est comme une armée, avec une discipline, une ligne, et puis des soldats qui vont à la bagarre, disciplinés. Et puis quand il y en a un qui va parler avec le parti d'en face, mais c'est un traître. Et c'est comme ça que je suis vécu. Comme moi je vais parler de constitution avec des gens avec lesquels d'habitude on se bagarre sur le plan législatif, on dit mais qu'est-ce qu'il fout avec eux ? De quoi ils parlent ? C'est quoi ce truc ? Donc je suis vécu comme un traître, mais parce c'est un malentendu. Enfin bon, c'est un malentendu. Alors, la plupart du temps, les gens qui disent des horreurs de moi ne savent pas du tout ce que je dis. Enfin, je crois, hein, j'ai l'impression. C'est extravagant. Après 15 ans de travail sur la souveraineté populaire, l'émancipation populaire, l'advenue d'une puissance populaire qui permettrait enfin de faire advenir la paix, la justice, la prospérité, après 15 ans de bagarre, mordicus, en gardant mon sillon, il faut qu'on écrive nous-mêmes la puissance politique qui nous manque,
je finis par voir le système, je finis par faire traiter de quoi? De néo-nazis. Alors que Libération, que l'Express, que Le Point, tous ces journaux qui sont achetés par les milliardaires, me traitent de néo-nazis, bon, c'est presque une légion d'honneur. C'est normal, c'est des ennemis de classe, je suis subversif, ils ne savent pas à quoi me répondre, alors ils me diabolisent, ils me calomnient. Bon, ça me passe vraiment par-dessus la tête. Mais que les gens de gauche, les amis du peuple, me traitent de quoi? De nazis? Mais c'est vraiment... C'est tellement... C'est caricaturalement bête, quoi. Enfin, ça correspond... Ça peut pas correspondre... Enfin, c'est forcément qu'ils ont pas écouté ce que je dis, quoi. Et ils se fient à la rumeur, quoi. Et... Bon, mais ça, c'est des commérages, c'est quand même pas sérieux. Il y a une espèce d'effet de meute dans chez les militants, qui sont dans militants et militaires, c'est la même racine. Hein. Il y a un côté discipliné qui, à mon avis, je répète que c'est lié à l'élection. Si nous avions des institutions dans lesquelles le tirage au sort permet de protéger la population contre ses représentants et permet à la population de voter elle-même ses lois sur les sujets les plus importants, on serait beaucoup moins hystérisé sur le plan politique. On arriverait à avoir des conversations qui seraient moins hystérisées, moins sottement polarisées, moins caricaturées. Et puis il y a des gens à gauche qui sont sûrement de mauvaise foi, c'est-à-dire qui savent très bien et qui veulent se débarrasser de moi parce que la thèse des citoyens constituants, elle fait de l'ombre à tous les professionnels de la politique. Elle va conduire à déprofessionnaliser la politique. Elle va conduire à mettre sous contrôle populaire les professionnels de la politique. Et donc cette idée-là, elle va avoir contre elle donc les ultra-riches, les professionnels de la politique, donc tous les élus et les adjoints des élus. Elle va avoir contre elle cette idée des citoyens constituants, aussi tous les médias achetés par les riches. Ça fait du monde, hein. Et si le peuple veut s'émanciper lui-même en instituant sa puissance, il va falloir résister à beaucoup de calomnies. C'est pas gagné, quoi. Hein. Mais quand je vois que la CGT s'en prend à moi comme si j'étais quelqu'un de dangereux, les partis sont la plus mauvaise façon de faire de la politique. Mais personne n'a décidé que les partis étaient indispensables. Les partis, ils sont imposés par personne, ils sont imposés par la procédure que nous avons choisie pour désigner les acteurs politiques. C'est l'élection qui nous conduit à nous organiser en parti. L'élection parmi des candidats qu'on peut aider. Donc les travers liés à la politique partisane, ils sont infinis. C'est pas la peine de développer. Il y a un essoufflement quand même du système des partis en ce moment. Essoufflement ? Écoute, regarde, Macron a fait un parti, il a été soutenu par l'oligarchie, mais soutenu de façon indécente par tous les journaux des 9 milliardaires, pratiquement, quoi. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas soutenu pour redonner l'illusion, pour servir d'alibi, pour dire il n'y avait pas toute la presse, mais pratiquement toute la presse a fabriqué Macron de toutes pièces. Et le résultat, c'est que Macron, c'est un contremaître, Macron, c'est un homme de main. C'est un serviteur. Il sert les ultra-riches et il leur livre la puissance publique de notre pays. Il lui livre les biens publics, il leur livre les travailleurs du pays qui vont être rançonnés au dernier degré. Et c'est bien par le parti est un des... Oui, non, ça reste un des outils majeurs de la domination, là. Et dans les ateliers constituants,
Enfin, moi, j'ai pas besoin de parti. Hein. Ce qu'on fait, c'est sans parti. Je fais de l'éducation populaire, j'ai pas besoin d'un parti. Je veux pas d'un parti. Je ne cherche pas à gagner une élection. Je cherche une mutation, une transformation de... En fait, c'est ça le malentendu. Enfin, en tout cas, j'imagine que c'est ça. Ceux qui devraient être mes amis, mes alliés, qui m'aident à faire grandir cette idée, ils devraient d'autant plus que... Bon, je me trompe peut-être, mais il me semble que les militants de gauche ont besoin de mon idée. Dans la prison dans laquelle nous sommes, leurs idées n'ont aucune chance. Enfin, à mon avis, voilà, je pense que c'est notamment la télé qui change tout. Pas que la télé, l'informatique aussi. L'informatique avec la possibilité de surveillance absolue, totale. Jusque-là, maintenant, ils sont en train de nous enregistrer. Ils vous enregistrent en ce moment tout le temps. Regardez le travail de Snowden. Leur capacité de surveillance et leur capacité de manipulation, c'est-à-dire d'emportement, de détournement de l'opinion par la télévision. Bien sûr, vous et moi, ils ne nous convainquent pas avec la télévision. Ils n'ont pas besoin de nous convaincre. Il suffit qu'ils convainquent les gens qui regardent la télévision, qui sont l'immense majorité. Ça suffit pour avoir le pouvoir. Et le garder. Et le garder. Si on ne devient pas constituant, c'est très très mal barré. Hitler, je pense, avec la télé, aurait été invincible. Alors, si en plus s'il avait eu les possibilités de surveillance et d'identification à coup sûr, pendant la guerre, on pouvait faire des fausses cartes d'identité. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire de fausses cartes d'identité. Avec la biométrie, vous êtes cuit. Ça va être très très dur de résister quand vous allez vous approcher de leur bunker, mais ils vont vous voir venir tracer. Ils vont vous voir venir des kilomètres à l'avance. Et c'est par drone qu'ils vont se débarrasser des résistants. Enfin, à mon avis, il faut trouver quelque chose de beaucoup plus malin qu'autrefois, quoi. Il faut trouver... Et il me semble que la transformation en constituant, elle va changer en profondeur la conscience populaire. Et donc, ce qu'une société veut, à mon avis, ce qu'un corps social veut, il va l'avoir. Il faut juste qu'on le veuille et qu'on se concentre, comme disait Simone de Beauvoir, qu'on se concentre, qu'on concentre notre attention sur ça. On veut la puissance politique de changer les choses. Et ben les copains de gauche là, ils peuvent pas se mettre avec moi au niveau constituant. Et on s'en fout qu'il y ait des gens de droite avec nous. Et les gens extrême droite qui leur font si peur, mais ils sont pas nombreux. On s'en fout, c'est pas eux qui vont décider. C'est fou de me mettre des bâtons dans les roues au lieu de m'aider sur il y a une mutation des militants de gauche qui est nécessaire. Les militants de gauche devraient, dans leur logiciel, j'aime pas ce mot, c'est un mot de la novlangue, là, mais dans leurs habitudes, devraient intégrer l'aspiration constituante populaire. Hein. Il ne faut pas que l'Assemblée constituante soit élue. Faites gaffe, parce que là, en ce moment, ils sont en train de dire « Oui, nous, on défend le processus constituant, mais c'est une Assemblée constituante élue. » Une Assemblée constituante élue parmi des candidats qu'on peut aider, elle va donner la même chose que l'actuelle. Ça ne va rien changer. Hein. Faites attention. L'Assemblée constituante, il ne faut pas l'élire. Si vous élisez l'Assemblée constituante, vous ne changerez rien. Rien. Les riches ont les moyens de faire élire les constituants qui serviront leurs intérêts, donc qui mettront en place à nouveau l'élection comme procédure centrale. Et on sera toujours dans la même prison politique. Non, il faut défendre l'idée d'un processus constituant populaire où c'est le peuple lui-même qui écrit, village par village, il écrit la Constitution. Et si vous voulez des représentants, il faut les tirer au sort, il ne faut pas les élire. Il ne faut pas que les riches aient accès à la représentation. Il ne faut pas que les riches aient accès à la représentation. Il n'y a que le tirage au sort qui est la digue, le rempart. Le tirage au sort rend inaccessible le pouvoir aux riches. Inaccessible. Sacré argument, quoi. C'est un sacré argument pour le tirage au sort. Oui. Il y en a plein d'autres. Hein. Dans mon petit bouquin, là, je fais le procès de l'élection. Les copains de gauche qui disent tant de mal de moi. Oui, je dis les copains alors qu'eux, ils me traitent comme le diable. Mais pour moi, c'est des copains. Enfin,
ces gens qui disent de moi pique-pendre, mais je leur renvoie pas leur haine, hein. C'est un malentendu. Hein. Ces gens-là feraient mieux de lire mon bouquin sur le procès de l'élection, et puis me dire ce qui ne va pas, à quel endroit ça cloche, à quel endroit peut-être j'ai exagéré, ou j'ai oublié un truc important. Mais quand même, il y a 10 points, 10 vices rédhibitoires de l'élection. C'est inacceptable. Bon, je ne vous fais pas maintenant, parce que sinon, ça va durer longtemps, mais en 1 heure, il y a plusieurs vidéos, vous verrez, d'1 heure sur le procès d'élection. Et chacun de ces vices de l'élection correspond à une vertu du tirage au sort, une vertu objective, une vertu intrinsèque, ontologique. Dans son être, par définition, par construction, le tirage au sort va donner le pouvoir aux pauvres. Dans une assemblée tirée au sort, vous aurez la moitié de femmes. Il n'y a pas besoin de tourner, chercher, virer. Si vous tirez au sort l'assemblée, vous aurez la moitié de femmes. Eh bien, ce n'est pas par miracle, c'est parce que c'est les vertus du tirage au sort. Vous allez avoir, s'il y a 60% d'employés et d'ouvriers, dans votre assemblée tirée au sort, vous aurez 60% d'employés et d'ouvriers. Et si dans la population, vous avez 20% de chômeurs, dans l'assemblée tirée au sort, vous aurez 20% de chômeurs. Si dans la société, vous avez 1 pour 1000 d'ultra-riches, ben dans l'assemblée, vous aurez 1 pour 1000 d'ultra-riches. Attends, mais ça va tout changer. Alors, ce ne sera pas parfait, hein, mais ce sera beaucoup mieux. C'est invraisemblable que les pauvres défendent l'élection, comme une vache sacrée, comme si c'était l'alpha et l'oméga de notre liberté. Mais c'est une blague, c'est notre prison. Vous avez 200 ans de démocratie à Athènes, où pendant 200 ans, c'est les pauvres qui gouvernent. Alors je sais qu'il y avait des esclaves, les femmes qui étaient tenues à l'écart. Je ne vous parle pas de ça, je vous parle des citoyens. Dans les citoyens d'Athènes, il y avait des riches et des pauvres. Il y avait peu de riches et beaucoup de pauvres. Et ils ont tiré au sort. Qui dirigeait ? Et les pauvres étaient plus nombreux. C'était un homme, une voix pour voter les lois. Et le tirage au sort faisait que les représentants ne se sentaient pas les maîtres. Le tirage au sort, il cantonne les représentants à une fonction de pair, d'égal à égal. Le tiré au sort, il ne se sent pas hissé au-dessus des autres par la procédure. La procédure du tirage au sort ne montre pas une vertu un mérite particulier. Le tirage au sort désigne quelqu'un et le maintient à sa situation de égal. L'élection, elle hisse le bonhomme ou la bonne femme, elle hisse la personne au-dessus, elle le juge au-dessus de nous. Et il n'y en a pas un qui résiste. Ils se prennent tous le chou, les chevilles leur enflent, et ils se mettent en tête de tout décider à notre place. Mais par construction, l'élection fabrique des maîtres, alors que le tirage au sort fabrique des serviteurs. Et protégé par la procédure du tirage au sort, protégé par cette procédure qui fait que nous n'avons plus rien à craindre de nos représentants parce qu'ils restent des nôtres quand ils sont tirés au sort. Ils ont des mandats courts, non renouvelables, ils sont contrôlés, ils rendent des comptes. On n'a rien à craindre des représentants tirés au sort. En plus, ce n'est pas eux qui votent les lois. Mais ça pourrait être eux qui votent les lois. On n'a rien à en craindre. Enfin, beaucoup moins, quoi. En toute façon, on les surveille. On les surveille beaucoup plus que les élus. Bref. Les copains de gauche qui disent tant de mal de moi feraient mieux de m'aider à peaufiner le procès de l'élection. Je pense que l'élection interdit une politique de gauche parce qu'on n'accède pas au pouvoir. Parce que la procédure donne le pouvoir aux riches et que nous autres, on n'arrive pas au pouvoir. Alors qu'avec le tirage au sort, nous accéderions au pouvoir beaucoup plus souvent. D'ailleurs, presque tout le temps. Ce serait quoi la stratégie alors pour y arriver ? D'abord arrêter de nous diviser. C'est une cause commune de l'humanité. L'idée d'instituer nous-mêmes la puissance politique dont nous avons besoin pour défendre le bien commun, instituer nous-mêmes la puissance politique dont nous avons besoin et qui nous manque tant depuis 200 ans.
pour défendre le bien commun, c'est une cause commune de l'humanité, y compris de vos adversaires politiques législatifs. Ils ont le même problème. Ils ont la même aspiration. Donc arrêtez de se diviser et s'unir sur la sortie de la prison. Allez, on creuse, on pousse la porte ensemble, quoi. On se barre. Au lieu de se tirer dans les pattes. Et, concrètement ou techniquement, ça passerait par quoi? Ça passerait par une élection quand même? Ça passerait par des... Non, il faut faire des ateliers constituants. Oui, mais comment on légitime une nouvelle constitution qui serait écrite par une assemblée Eh ben, on la vote, on l'écrit, et ensuite on la vote. On n'élit pas, hein, on la vote. Oui. Mais quand, pour toutes les constitutions, là, elles sont votées par un référendum, elles sont écrites par les puissants. Mais l'important, c'est pas qui la vote, hein, l'important, c'est qui l'écrit. Je répète. L'important n'est pas qui vote la Constitution. À chaque fois, on se fait enfumer. On est conduit par les organes de fabrication du consentement, par la télévision, les journaux, l'école, les intellectuels. Nous sommes comme conduits à voter contre nos intérêts. Non, il faut qu'on écrive nous-mêmes ce fichu texte. Ce que je veux dire, c'est que... Oui. Oui, c'est que on a la méthode, mais comment dire, légalement, techniquement... Mais ce sera illégal. Non, mais le changement de régime, il va être illégal. Par l'insurrection? Alors, qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce qu'on entend par insurrection? Dans ma tête, quand je dis insurrection, il s'agit de ne plus obéir. Je ne pense pas du tout à la violence physique parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je crois que les puissants n'ont jamais été aussi puissants. En termes de force, ils contrôlent la police, l'armée, le gouvernement, les juges, les médias, la culture, le cinéma, toute la production culturelle, les bouquins, les maisons d'édition. Ils ont le contrôle de la puissance publique et le monopole des armes. Ils nous surveillent comme ils savent exactement où sont nos leaders, nos meneurs. Ils savent. Bon, c'est une vieille affaire de repérer les meneurs et de les surveiller, mais ça n'a jamais été aussi précis. Je crois que dans le rapport de force, il y a... Je ne crois pas du tout au rapport de force aujourd'hui, là. Par contre, si on fait le boulot de contamination en allant, chacun d'entre nous, vous savez, comme les cellules de la chenille qui sont en train de devenir les cellules de papillon, elles sont toutes en train de se transformer, quoi. Il y a un processus de transformation qui doit être amorcé. Alors bon, je ne sais pas quand ça va se passer, hein. Il faut peut-être atteindre une masse critique, je ne sais pas, mais je vois bien que ça commence. Et c'est trop petit, mais ça commence. C'est-à-dire que les cellules se contaminent entre elles, nous devenons constituants. Mais imaginez que le processus aille plus vite et qu'il continue, je compte bien qu'il touche aussi les policiers, les gendarmes, les juges, alors pas tous, j'ai pas besoin qu'ils les touchent tous. Mais c'est quand la police lève les crosses, retire les casques, que les révolutions marchent, hein. Bon, il faut faire des ateliers constituants avec toute la famille des policiers, tous les amis des policiers ou des soldats, pour que les soldats et les policiers soient comme... prennent conscience de l'ère du temps qui est qu'il est temps, avant la catastrophe, quoi. Il est temps que les dingues qui nous gouvernent, les brutes qui nous gouvernent, soient foutus dehors à coups de pompe dans le derrière. Il n'y a pas besoin de les tuer, mais soient chassés avec l'aide des forces armées. Et puis voilà ce qu'une société veut, mais parce que nous le voulons, y compris les citoyens chargés de l'ordre. Ça y est, la société veut instituer une puissance populaire. Bon, il y a une part de rêve là-dedans, mais si tu veux, les réflexions constituantes, elles font de nos utopies des projets politiques. Quand j'ai une discussion législative, je sens que c'est cuit.
Je suis dans une prison. Je suis en train de rêver à ma fenêtre de ce qu'il faudrait faire si je suis dehors. C'est désespérant, une discussion, une réflexion législative, une discussion législative. Mais une discussion constituante, une réflexion constituante, c'est pas une utopie, c'est un projet je trouve ça bien plus prometteur que nos querelles politiciennes législatives qui me semblent des impasses dans la prison dans laquelle nous sommes. Donc, la feuille de route, c'est, pour toi, Yann, pour toi, pour les enfants, et pour nous les adultes, c'est d'aller voir nos prochains, les voisins, les cousins, les copains, et les emporter, les convaincre. Alors c'est à nous de faire. C'est pas facile, hein. Tu convaincs, ils s'en foutent. Hein. Ce qui est important, c'est le foot, c'est le sport, c'est le jeu. Ah, tu nous fais chier avec ces histoires de constitution. Ouais, non mais ça c'est notre problème à chacun d'entre nous, de trouver les mots qui vont bien pour les gens qu'on a en face de nous. C'est nous qui les connaissons le mieux, c'est nous qui allons trouver la faille, c'est vous, individuellement. Et là, il y a un boulot de transformation des cellules du corps social pour que l'adolescent devienne un adulte. C'est une question de volonté. L'enfant, avant l'adolescence, il obéit. Comme l'électeur. L'électeur est un enfant, il obéit. Est-ce que ça veut dire que ça va durer tout le temps ? Il me semble que non. L'enfant, il va se transformer. Il y a un moment, ça va lui prendre. C'est l'heure, c'est le moment. Et il cesse d'obéir et il ne demande pas la permission pour se barrer. Il se barre. Donc je ne prédis pas l'avenir, je ne peux pas vous dire quand ça va se passer, à quelle occasion, quel va être le jeune homme qui se met le feu, qui s'immole par le feu, qui nous révolte tellement que ça prend et que finalement toutes ces graines qu'on avait semées partout, se mettent à germer comme un printemps. Ça y est, c'est l'adolescence, ça y est, on veut plus obéir à des représentants, on veut écrire nous-mêmes le contrat de travail de ceux qui nous représentent. Mais c'est pas parce que je peux pas vous dire quand ça arrivera et à quelle occasion que ça n'arrivera pas. Je suis sûr que ça arrivera. Je fais de mon mieux pour semer des graines et vous devriez faire pareil à mon avis. C'est ça. Et je peux pas vous dire la stratégie politicienne d'élection. Pas du tout. C'est pas ça. Ça va pas se passer comme ça. Je crois pas. Les élections, on va toutes les perdre. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Bon, je me trompe peut-être, hein, mais évidemment. Mais je vois pas du tout d'émancipation par l'élection. L'élection, c'est l'acceptation de la soumission. Quand j'accepte d'élire, je renonce à exercer toute forme de souveraineté. J'abdique ma souveraineté. Je suis dans la Constitution écrite par les représentants, je suis ravalé au rang dégradant d'électeur, d'enfant politique. Mais c'est pas fini, c'est une étape. C'est pas marrant, hein, tout ce que je vous dis. Hein. Et pourtant, je suis plein d'optimisme. Hein, je me donnerais pas tout ce mal si je pensais pas que ça marche. Ça va marcher. Je suis sûr que ça va marcher. Je verrai peut-être pas de mon vivant, mais ça s'est passé au XVIIIe siècle, on a commencé, les bourgeois pour prendre le pouvoir, les marchands, les grands marchands pour prendre le pouvoir, ont trouvé le truc génial d'écrire la Constitution qui leur permet d'écrire les lois, qui leur permet de, partout sur Terre, de voter les lois du capitalisme qui sont l'anonymat des capitaux, donc les sociétés de capitaux, leur anonymat, donc les sociétés anonymes, la responsabilité limitée, la personnalité morale, l'illimitation de l'accumulation, la servitude, la subordination, la servitude absolue des travailleurs, l'interdiction du fait qu'ils se groupent en syndicats. Quand on accepte qu'ils se groupent en syndicats, c'est en leur interdisant de faire de la politique, en interdisant de parler des problèmes de société, en se cantonnant à leur entreprise. Enfin, toutes ces lois sont des lois scélérates qu'il faudra détruire et remplacer une à une, mais qui sont possibles à cause grâce pour les riches à la prison politique qu'ils ont pu mettre en place. Mais ce même texte de Constitution, vraiment, il ne tient qu'à nous d'en écrire une autre pour tout changer. Je
je ne voudrais pas paraître pessimiste, parce que je trouve que c'est grave, je trouve très triste que les gens de gauche me tapent dessus alors qu'ils devraient m'aider pour que ça aille plus vite. Mais c'est pas grave, enfin, bon, là, faisons de notre mieux et advienne que pourra, quoi. Voilà, fais ce que tu dois et advienne que pourra. T'as quel regard sur ce qui se passe au Chili là, en ce moment? Au Chili ? Ouais. Ils deviennent constituants, hein. Il y a un processus constituant qui se met en place, mais je ne connais pas bien le détail. Et puis ils se font tirer dessus par une police sans limite. Mais bon, ils n'ont pas de constitution non plus, hein. C'est plutôt en Algérie que je trouve que le processus révolutionnaire constituant va vite, hein. Si ça se trouve, ils vont y arriver avant nous, hein. Les premiers ateliers constituants d'Hicham, là, un copain doctorant algérien, il a lancé un appel sur Facebook en disant « J'invite ceux que ça intéresse à venir faire un atelier constituant chez moi ». Et il s'attendait à avoir 3-4 personnes, quoi. Il était 1000 pour faire l'atelier. C'était un peu le bordel, c'était compliqué, puis après ça, ils se sont organisés. Mais ils sont très très jeunes en Algérie, il y a beaucoup de jeunes gens, beaucoup plus que chez nous. Et puis ça progresse très vite, l'idée constituante. Hicham bosse sur ce que je fais depuis des années, et puis là-bas, ça germe à une vitesse, c'est marrant, hein, c'est bien. Ben, vous en avez quand même là, non, dans la boîte? Vous en voulez encore? Je sais pas trop. Il y a rien, t'as des idées? Au niveau de l'Union européenne. Ouais. Bon, l'Union européenne, c'est la même merde en version 2.0. C'est une autre prison. En fait, on est dans une prison politique nationale. Donc, une cage d'impuissance totale. Les premiers ateliers constituants que vous devriez faire consistent à lire la Constitution en cherchant où vous êtes. Vous verrez que vous n'êtes nulle part. Et c'est pour ça que vous êtes impuissant politique. C'est parce que dans la Constitution, nulle part n'est écrit le moindre pouvoir populaire. Donc ça, c'est une prison nationale. Et c'était tellement... Il faut le retourner. Tu le retournes. Retourne-le. Tu le retournes et il va s'arrêter. T'as même pas besoin de faire ça. Quand tu le retournes, il s'arrête. On s'en fout. C'était encore trop pour eux. Et autour de cette prison nationale, ils ont bâti une enceinte qui est une autre prison internationale, qui est la Constitution européenne. Alors, on est dans 2 prisons. Mais avec le processus constituant populaire, on sortira du même geste des 2 prisons. On va devenir le souverain. Donc on va se barrer de la prison européenne, évidemment. Donc sur l'Union européenne, je peux vous en parler 8 heures, je ne vais pas détailler. Hein, on a simplement un système de domination particulièrement sophistiqué dans lequel les apparences de la démocratie représentative, c'est-à-dire de l'escroquerie parlementaire qui consiste à élire au lieu de voter, mais où les élus n'ont aucun pouvoir, quasiment littéralement aucun pouvoir, enfin vraiment des bricoles, et tous ceux qui ont le vrai pouvoir sont totalement à l'écart de l'élection, et donc totalement à l'écart de toute reddition des comptes et de toute responsabilité. Les décideurs de la Banque centrale n'ont aucun compte à rendre à personne. Les juges de la Cour européenne de justice qui en rajoutent des louches au traité, hein, qui aggravent considérablement les dégradations de la condition des travailleurs dans les pays de l'Union, n'ont aucun compte à rendre aux citoyens européens. La Commission européenne n'a évidemment aucun compte à rendre à qui que ce soit. Un système de domination. Alors, quand on dit fasciste, on dit qu'on exagère. Bon, il n'y a qu'à pas dire fasciste. Un système de domination totalitaire qui est en train de prendre le contrôle total de la société et qui est en train de se militariser. Hein. Vous savez qu'il y a mais ça fait un moment déjà. Hein. Mais bon, ça progresse. Il y a une force militaire européenne qui va consister à envoyer en France des militaires étrangers, de façon à s'assurer qu'en cas d'insurrection française, les militaires ne passent pas du côté du peuple, puisque ce n'est pas leur peuple. Et on va envoyer les Italiens en Allemagne, les Allemands en France, etc. On va la Genforce, ça s'appelle. Et
c'est diabolique, c'est totalement contraire à l'intérêt général. C'est une forme mutée de fascisme, de tyrannie. Donc il faut sortir de l'Union européenne, mais c'est pas. Je vois là aussi aucune façon d'en sortir avec l'élection. C'est terrible d'avoir perdu tous les journaux du pays. Hein. Avoir laissé les milliardaires acheter tous les journaux étant la pâture de la télévision, les journalistes de la télé alimentent leur chronique avec ce qui est imprimé dans les journaux. Donc plus personne ne lit les journaux, c'est très peu de monde, mais le peu de monde qui lise les journaux, ce sont les journalistes de télé. Et c'est par le truchement de la télé que les journaux continuent à avoir une influence considérable. Et c'est littéralement une catastrophe sociale que les journaux appartiennent à 9 personnes, milliardaires. Comment tu comprends que ceux qui veulent sortir de l'Europe sont immédiatement taxés d'extrême droite? Extrême droite, c'est un mot qu'il faudrait remettre à l'endroit, comme on a remis à l'endroit le mot gauche tout à l'heure. Pour moi, le mot extrême droite à l'endroit, c'est Thiers, c'est Adolphe Thiers, c'est la grande bourgeoisie, les grands patrons qui se goinfrent dans un luxe indécent au prix de l'oppression totale, sans limite, jusqu'à ce qu'ils fassent grève et qu'ils s'arrêtent. Jusqu'au bit du bout, on prend tout au peuple, à la société, pour vivre dans le luxe. Pour moi, une politique d'extrême droite, c'est une politique qui sert ces gens-là. Or, ça fait plusieurs décennies que l'extrême droite, c'est pas ça, c'est des gens racistes. Oui, mais si on dit que l'extrême droite, c'est des gens racistes, on cible plus le capital, hein. Et on se coupe en deux. Parce que parmi les exploités, il y a des racistes, beaucoup. Et si on découpe le peuple en raciste, pas raciste, alors là, on nous condamne à la prison jusqu'à la mort. Voilà, on ne sortira jamais de ce merdier si on distingue entre les féministes et pas féministes, les racistes et pas racistes, les homophobes et pas homophobes. Pour moi, l'ennemi, c'est l'accumulation du capital, le privilège sans limite, le totalitarisme marchand. Et si c'est l'objet... Donc, qu'est-ce que veut dire... Comment se fait-il qu'on traite d'extrême droite les gens qui veulent sortir de l'Union européenne ? À mon avis, les ultra-riches, les puissants, les dominants du moment se servent du mot extrême droite comme d'un marqueur de l'opposition la plus virulente contre le totalitarisme marchand. Enfin, il faut se rendre compte que Chouard, je suis traité d'extrême droite. C'est pour te dire la vacuité du terme, enfin la sottise du terme, enfin le mot est complètement dévoyé. Enfin, si Chouard est d'extrême droite, ça veut dire que ça devient une légion d'honneur d'être d'extrême droite. Enfin, ça devient un brevet de résistance, quoi. Attends, mais on n'arrive plus à penser en mettant les mots à l'envers. Hein. Quand vous traitez un nanar, en plus original, parce que je suis un anarchiste un peu particulier, je défends l'idée d'un État sous contrôle citoyen, parce que je ne vois pas d'autre moyen que l'État pour protéger les faibles. Les femmes, les enfants, les handicapés, les faibles. Je ne vois pas d'autre moyen qu'une puissance publique. Vous l'appelez État ou puissance publique, mais je ne vois pas d'autre moyen qu'une puissance publique pour défendre. Et donc il faut qu'on l'institue nous, et qu'on la garde sous contrôle. Ça fait un anarchiste un peu spécial. Dans la littérature, j'en trouve pas beaucoup. La plupart des anards, ils veulent la destruction de l'État. Et moi, je crois que la destruction de l'État, ça va libérer les fauves. C'est-à-dire que les plus forts vont se goinfrer. Enfin, ils vont... l'État, ça servait à protéger les faibles. J'en ai trouvé un anarchiste qui défend l'État. 2. Enfin, je ne sais pas si Lordon est anarchiste, mais il explique bien, je trouve qu'il défend bien l'idée de l'État, Frédéric Lordon.
Il m'aime pas du tout. Je pense que on s'aimait bien. Il m'aime plus. C'est un malentendu. Moi, je continue à trouver son travail remarquable. Il défend bien l'idée de l'État, mais pas l'État actuel, évidemment. Et puis il y en a un autre, lui, un vrai anard, qui s'appelle Scott, qui le défend presque dans mes termes. Je suis très content de découvrir ce bonhomme. C'est un gars qui a écrit Zomia, qui a écrit aussi Homo Domesticus, qui a écrit Petit éloge de l'anarchie. C'est des livres, et qui a écrit un livre sur les formes de la domination, les formes de résistance à la domination. C'est un spécialiste de l'histoire des résistances humaines à la domination. Génial, à lire, génial. Et ce type-là dit, moi je renonce pas, contrairement aux autres anarchistes, je renonce pas à l'État. En tout cas, un gars comme moi, qui est un anard, qui défend l'État, mais qui est un anard un peu spécial, le traiter d'extrême droite, tout ça parce que, pas à cause de ce qu'il dit, à cause des gens à qui il a parlé, le traiter d'extrême droite, enfin c'est du... Enfin, ça paraît là, c'est pas de la pensée, c'est de l'automatisme, de lynchage, c'est pas... Enfin bon, ça c'est attristant, voilà. Et alors pourquoi est-ce qu'on traite d'extrême droite les gens qui sont hostiles à l'Union européenne? C'est parce que pour l'oligarchie, l'Union européenne c'est très important. C'est vraiment un outil de domination qui va permettre de voler encore beaucoup d'argent, de travail, de peine aux travailleurs. Et qu'il est très important de disqualifier pour ne pas avoir à argumenter les vrais opposants à l'Union européenne. Il faut les disqualifier. Et le tag, le drapeau extrême droite sert à ça, sert à dire, toi tu n'auras même pas le droit de parler. À mon avis, c'est pour ça. Mais on devrait... Alors bon, j'allais dire, on devrait même pas faire attention au mot extrême droite, parce que ça veut dire tellement n'importe quoi que... Enfin, moi, personnellement, à partir du moment où on m'a traité, moi, d'extrême droite, je dis, ok, ce mot veut rien dire, quoi. Alors... Mais si je dis, on se fout de l'étiquette extrême droite, et on va me dire, voilà, il légitime l'extrême droite. Oui, mais attends, mais qu'est-ce que ça veut dire, extrême droite ? Moi, je me bats contre l'extrême droite, mais la vraie, je me bats contre Thiers. Adolphe Thiers, je me bats contre la grande banque, les multinationales, l'oppression. J'ai une question d'un ami. Une question d'un ami. Ouais, on s'est rencontré au BPRA, et puis en fait, il dit « Ah mon Dieu, il connaît Shoah, il connaît Francis Cousin, incroyable. » Donc on a papoté, et là, il posait une question pour toi. Après, c'est un autre sujet, et... Complètement différent. Ouais. Ouais. Ça va être sur... Sur Francis Cousin ? Ah non, pas sur Francis Cousin. Non, mais on avait la même culture politique, c'est pour ça. C'était bien ton débat avec Francis Cousin, d'ailleurs. Très, très imparfait, parce que Francis n'avait pas du tout envie de... Lui, il n'avait pas envie de parler, en fait. Il acceptait. Les gens qui suivent son travail le tannaient pour que ce débat ait lieu. Il a consenti, il a condescendu à... Mais il ne m'entendait pas. En fait, il est quand même... c'est circulaire, ça, son truc. Hein, ça... C'est intéressant, il y a des trucs très intéressants dans ce que dit Francis Cousin, mais il y a un côté religieux, la religion d'un livre ou d'un auteur. Voilà, Marx a tout dit, tout pensé, on ne pensera plus jamais rien après Marx. Ouais, alors que Marx n'a même pas dit un mot de la Constitution. Donc il me posait la question complexe. Ah, bon, tu la prends comme tu veux. Il y a la crise financière qui va arriver. Il y a beaucoup de signes qui montrent que ça va passer. Ah oui, on les avait 2 ans après, même tout de suite on les a vus. Quand on a vu Obama embaucher les pires responsables de la crise américaine comme conseiller économique, quand on a vu Geithner arriver, laisse tomber, ok. On va s'en reprendre une. Et donc parce que là les banques centrales ne peuvent plus trop jouer avec les taux d'intérêt. La planche à billets elle tourne, que ce soit au niveau européen que américaine, notamment pour acheter tous les
toutes les merdes que les banques ont pu prendre. Donc ça va être quoi le moyen qu'auront les États quand la crise va arriver pour essayer d'endiguer ça? Est-ce que ça va être une économie de guerre? Est-ce qu'on peut encore faire du super contribuable et renflouer les banques? Ou est-ce que ça va être hors de contrôle, même pour les capitalistes eux-mêmes? Le problème, c'est que tu dis les États comme si les puissances publiques aujourd'hui étaient au service du bien commun, mais ce n'est pas le cas. Ce sont les États actuels, en fait, ce sont les élus qui sont à la tête de l'État, qui sont les élus des riches et des banques, qui ont fabriqué la dinguerie bancaire dans laquelle nous sommes embourbés depuis 40 ans. Ça fait 40 ans qu'on dérégule toutes les régulations qu'on a mises en place après la crise de 29. Entre la crise de 29 et les années 80, il n'y a pas eu une seule crise. Or, depuis qu'ils dérégulent, les crises recommencent. Mais qui l'a fait? Ce sont les États. Macron, c'était pas un employé de Rothschild, c'était un associé gérant. C'était une cheville ouvrière, c'était quelqu'un d'important. C'est vraiment la banque qui est au pouvoir. Et c'est pas eux qui vont régler la deuxième crise financière. Tu comprends? C'est pour que l'État puisse avoir un comportement qui défende le bien commun dans le prochain effondrement, mais il faudrait que ce soit d'autres personnes qui soient à la tête, parce que les gens qui sont actuellement au pouvoir, ils vont ruiner le peuple comme ils ont ruiné la Grèce. En Grèce, tu as des médecins, donc c'est les CS++, qui sont réduites à aller dans les poubelles pour manger parfois. Donc, en Grèce, c'est une catastrophe économique et sociale absolument majeure. C'est plus grave qu'une guerre, ce qu'ils leur ont fait. Beaucoup plus grave qu'une guerre. Mais c'est ça qui nous pend au nez. Ils vont tout prendre. Ils vont tout prendre sous prétexte d'urgence absolue, de risque d'effondrement. Et pour qu'il n'y ait pas d'effondrement, ben vous allez tout perdre. Vous allez perdre tout ce qu'il y a sur vos comptes en banque. Toutes vos économies, ça va être totalement terminé. Vous allez voir les retraites diminuer par deux, c'est-à-dire qu'il ne va plus rien rester. Vous allez voir les salaires baisser, il ne va plus rien rester. Vous allez voir les fonctionnaires qui disparaissent, il n'y aura plus d'hôpitaux, on ne peut plus se soigner, il n'y a plus de médicaments. Regardez, les enfants, les jeunes gens d'aujourd'hui devraient regarder le tableau de la Grèce. Regardez, il y a des synthèses partout. Hein. La Grèce, c'est l'avenir si on ne devient pas constituant, parce que je répète que nous sommes impuissants à résister parce que nous y consentons. Hein. Quand nous acceptons que les riches écrivent la Constitution, c'est bien que nous acceptons d'être impuissants. Bon, c'est un cynique dirait mort au con. Hein. La sélection naturelle, si on est trop bête, ça va très mal se passer pour nous. Et un optimiste comme moi dit constituons. Bon, mais donc sur le plan pratique, les réactions à la crise, un État digne de ce nom n'emprunte pas l'argent dont il a besoin, il le crée. Et les milliards qui sont créés en ce moment, ils sont donnés aux banquiers, au lieu d'être donnés aux salariés. Qu'est-ce qu'en font les banquiers? Ils épongent les pertes abyssales qu'ils ont subies pendant la crise précédente, de façon à avoir une comptabilité équilibrée et continuer à spéculer, jouer sur les marchés, y compris, pas seulement sur les marchés dérivés, mais y compris sur les produits de première nécessité. Ils jouent sur la nourriture, ils affament, ils tuent des centaines de milliers de personnes. Il faut voir ce que dit Ziegler sur la spéculation bancaire. Après la crise, a tué des centaines de millions de personnes qui étaient juste à la limite de pouvoir survivre, qui mangeaient à peine de quoi survivre. Et quand les jeux de JP Morgan sur les matières premières ont fait renchérir le prix des matières premières, donc le blé, le riz, et tu as des centaines de millions de personnes qui sont mortes. Les milliards que créent les banques centrales aujourd'hui, les banques centrales qui sont les pires ennemis du peuple. Il faut comprendre que les banques centrales sont des institutions diaboliques, hein, véritablement. C'est vraiment des ennemis, c'est des bastions à prendre. Hein. Ces gens-là créent de l'argent, mais pas pour nous. Les titres, après une crise, les titres en bourse, qui sont une grande partie de la valeur des ultra-riches, de la richesse des ultra-riches, les titres en bourse ne valaient plus rien. Une grande partie ne valait plus rien, zéro.
Qu'est-ce qu'ont fait les ultra-riches? Ils ont demandé à leurs serviteurs ministériels, parlementaires, présidentiels, de leur distribuer des milliers de milliards pour qu'ils puissent, sur le marché des titres, venir en acheter, en demander, ce qui fait remonter le cours et remonter la richesse. Donc cet argent crée de l'inflation là où il est dépensé, c'est-à-dire sur les bourses. Cet argent, il vient de la dette, il est créé par de la dette qui devra être remboursée par nos impôts, par les services publics qui diminuent, par les assurances sociales qui diminuent. Tout ça, c'est pas contraire au bien commun, c'est du viol, c'est une violence chimiquement pure contre le bien commun. Et il suffirait qu'un dixième de ces milliards soit distribué, au lieu d'être distribué aux banquiers et aux ultra-riches, aux entreprises du CAC 40, il suffirait que cet argent soit distribué aux salariés qui, eux, le dépensent, alors que les autres le prêtent, donc il faudra leur rendre. Quand vous donnez de l'argent à Arnaud, il est foutu pour la société, vous ne le verrez plus jamais. Arnaud, il est pété de thunes, il a déjà, tous ses besoins sont satisfaits. Il a déjà des voitures, des yachts, des maisons, il a tout. Il a plus de besoin, tout est satisfait et bien au-delà. Tu lui donnes 1 milliard, il ne va pas le dépenser, ce n'est pas de l'argent qui va circuler. Il va le prêter, il va le placer, on appelle ça, c'est-à-dire qu'il va le prêter, il faudra lui rendre. Donc oui, l'argent va le revoir, mais temporairement il faudra lui rendre et lui rendre avec un intérêt. Et les intérêts, c'est des sommes considérables, c'est beaucoup d'argent. Donc c'est comme un siphon à pognon, que vous donnez de l'argent aux super riches, vous allez en avoir encore moins au bout du compte. C'est de l'argent foutu. Il ne faut pas donner de l'argent aux super riches. Il faut empêcher la formation des ultra riches. Mais on le sait depuis 2500 ans. Ça fait 2500 ans que les hommes, les êtres humains, font très attention à éviter l'accumulation excessive. Il n'y a pas de démocratie possible dans une accumulation excessive. Les pères fondateurs américains, il faut relire les textes, Suppiot fait un très bon travail là-dessus, dans une série de vidéos qui s'appelle « Figure de la démocratie économique ». Il y a 9 vidéos, 9 textes qui peuvent être audio, qu'on peut écouter en faisant du vélo. Remarquable, dans lesquels il rappelle les textes incendiaires des pères fondateurs de l'Amérique, contre l'accumulation des richesses, en disant il n'y a pas de démocratie possible s'il y a des gens qui sont assez riches pour capturer le politique. Mais c'est là qu'on est aujourd'hui. La décision politique a complètement été capturée par les plus riches. Et on s'en contente parce qu'on a des miettes, mais ça a mal s'est passé là. Donc, comme les manettes sont toujours dans les mains des mêmes gredins, vous pouvez vous attendre lors de la prochaine crise économique à une dégradation encore plus grave de la situation et pas une amélioration. Je suis désolé, je n'ai pas d'autre solution que de devenir constituant. Je sais que c'est une façon dégradée de décrire ça en disant c'est son obsession, il est monomaniaque. Ben ouais, mais si c'est ça qui va marcher, si c'est ça qui est prometteur, c'est pas absurde. C'est pas absurde de défendre cette idée de façon mordicus, quoi, en y tenant, parce que le reste ne va pas marcher. Malheureusement, on a été quand même conditionné depuis plus d'une quarantaine d'années. On a été conditionné. Les gens ne se réveillent peut-être pas assez vite à cause de ce conditionnement-là. Un conditionnement avec de la langue de bois. Mmh. Parce que, on est vulnérable au bobard, la langue de bois marche très bien. Voilà, dès l'école, en fait. Mais même dans la famille, avant l'école. Hein. Bien sûr. Parce que nous reproduisons nous-mêmes ce que nous avons appris. Non, il y a un travail de désintoxication politique à faire et qui commence à avoir lieu. Mais vous ne devriez pas vous focaliser sur la prochaine crise financière, qu'est-ce qu'on va faire. Parce que là encore, vous vous dispersez sur un sujet sur lequel vous n'avez pas de souveraineté. Ce n'est pas vous qui décidez. Donc, vous discutaillez, vous bavardouillez. Et pendant ce temps, vous ne faites pas d'atelier constituant. Je suis désolé,
À quoi servent nos discussions sur la prochaine crise financière, puisque de toute façon, ce n'est pas nous qui allons pouvoir y faire quoi que ce soit. À quoi ça sert? Moi, j'ai plein de bouquins remarquables. Je vous recommande le travail de Steve Keen, K-E-E-N, un Australien qui avait écrit L'imposture économique, et qui a écrit un autre petit livre qui s'appelle La crise financière peut-elle réadvenir ou recommencer? Peut-on voir une nouvelle crise financière? Dans lequel il fait un condensé de son gros livre sur l'imposture. C'est remarquable. Donc la démonstration de l'inanité, de la sottise des politiques actuelles est faite. Les politiques économiques sont délirantes, sans fondement, c'est de la crétinerie chimiquement pure. Elles reposent sur des postulats débiles. Les plus grands prix Nobel, pourtant, ont déjà démontré la sottise des thèses économiques standards. Mais tout ça nous fait perdre du temps. Et alors, je fais des conférences là-dessus, notre niveau monte, nous devenons de plus en plus conscients que les thèses économiques sont au service des riches et que leurs thèses sont mensongères, qu'elles ne servent pas le bien commun. Ouais, mais on n'a toujours pas réglé notre faut pas que je dise de gros mots, notre fichu problème d'impuissance économique. Alors, je sais pas, quand il y a le feu, il faut s'occuper des priorités. Et déjà, en plus, c'est comme s'il y avait le feu et on n'a pas l'eau là, tout près. Il faut aller la chercher. Il faut s'organiser, faire un train de seau pour aller chercher l'eau. Déjà, le temps qu'on organise tout ça, une partie de la maison aura brûlé. Mais ça urge. Devenons constituants, bon sang. Bon, il ne faut pas que je parle trop, parce que tout le reste est sans importance. Et même le fait qu'il me traite de fait, j'en ai rien à foutre. Il faut devenir constituant. Oui, il faut. Enfin, voilà. Nous avons besoin d'une puissance politique pour changer les choses. Nous n'en avons aucune. Cette impuissance politique est écrite dans un texte qui programme notre impuissance. Et de façon chafouine, hypocrite, hein, il est écrit nulle part, le peuple n'a aucun pouvoir, c'est pas écrit comme ça. Ce qui est écrit dans la Constitution, c'est une absence. Nous n'y sommes pas. Et nous n'y sommes pas parce qu'on s'en fout, parce qu'on est comme des enfants écervelés et qu'on s'en est pas occupé. Mais c'est pas une fatalité. Occupons-nous de ça, allez parler à vos voisins, allez parler à vos copains, montrez-leur des vidéos, faites des ateliers, devenons nombreux à vouloir cette puissance politique qui permettra de changer. Et les solutions, elles viendront à ce moment-là. Je suis désolé, hein, j'ai pas de solution magique. Enfin, si, c'est une solution magique, mais c'est pas de solution immédiate. Cool. Bon, bah, merci à toi en tout cas. Merci à vous de ce que vous pourrez faire de tout ça.